Bonjour. Le Bitcoin peut-il encore aller faire de nouveaux plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez tout simplement faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos, donc dans la description ou en commentaire épinglé. Donc j'ai mis Ethereum, Bitcoin et Solana par exemple, ou tout simplement cliquer ici sur le petit touche merci et faire directement un don de 5, 10 ou 50 euros. Bref, dans la vidéo du jour, comme vous le savez, c'est lundi. En général, le lundi, on fait le long terme, mais on a très largement vu le long terme dans les deux dernières vidéos. Alors, pour ceux qui ne les ont pas encore vues, allez les voir. Tout simplement, on fait un tour de tous les indicateurs principaux qui nous donneront leur signal ou qui ont déjà donné d'ailleurs les signaux, les confirmations de retournement de tendance et de tendance haussière, de départ d'un nouveau bull run. Donc vidéo très important, donc qui vont vous dire quand et comment acheter. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, allez les voir. Du coup, le long terme, le weekly, le mensuel, on l'a vu en long, en large et en travers dans ces deux vidéos. Donc on va voir un peu tout le reste aujourd'hui et notamment on va, voir un petit peu la question de: est-ce qu'il est encore possible d'aller faire des, nouveaux plus bas par rapport au plan Elliott Wave? J'avais prévu beaucoup de choses dans cette vidéo, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Oui, il y a beaucoup d'ouverts onglets, hein, notamment également sur les altcoins et l'Ethereum. Peut-être qu'on verra cette partie-là demain, ça dépendra de combien de temps, la vidéo va durer. Mais voilà, je préfère faire des plus petites vidéos et en faire chaque jour. Donc, sans perdre de temps, on va tout de suite se diriger vers la cryptomap de la semaine, bien évidemment. Donc, le Bitcoin est en hausse, pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent. Bien entendu, on a certains altcoins qui surperforment le Bitcoin, notamment on peut voir APT avec un joli 57%, AXS 39%, CRV 29%, FTM 26%, etc., etc. Donc, grosso modo, on a des hausses de 5 à 30% en moyenne sur l'ensemble des altcoins. Et tout va bien de ce côté-là. Du coup, on va aller voir le CryptoFear, parce qu'il y a un peu plus de choses à dire. Donc le CryptoFear, vous pouvez voir que depuis quelques jours, il est passé au-dessus des 45, 45, 53, là on est à 50. Alors, si on va... Donc c'est bon, on est sur le bon time frame. C'est le Bitcoin, c'est le CryptoFear depuis un an. Et ce qu'on peut voir, c'est que précédemment, on avait des sommets. Donc on a un sommet là qui est plus bas et un sommet là qui est encore plus bas. On pourrait même tracer une petite trendline. On a des sommets descendants et là, on a inversé la tendance sur le CryptoFear. Donc on a fait un plus haut. C'est un peu ce qu'on veut voir sur le Bitcoin. C'est que sur le Bitcoin, il est sous une trendline baissière également, qu'il n'a pas encore cassé d'ailleurs. Le CryptoFear, lui, a un peu d'avance. Il a cassé sa tendance baissière. Donc, il a changé la tendance. Voilà. On n'était pas repassé au-dessus des 50 depuis très longtemps, hein, depuis plus d'un an. Et ben, c'est chaussette. Voilà. On peut voir aussi que, en quelque sorte, si on l'étudiait comme un graphique, on a un très gros W ici, qu'on est en train actuellement de casser, qu'on a cassé d'ailleurs, et on a un plus petit W ici qu'on avait cassé également ici. Donc le CryptoFear est plutôt bullish. Maintenant, les niveaux qui vont nous intéresser, ce sera les niveaux plus bas. C'est-à-dire que maintenant, si on est bien dans une tendance haussière, le but du jeu, ça va être de, on va dire, entre guillemets, racheter les dips. Et en général, en tendance haussière, les corrections importantes sur le CryptoFear, du moins c'est ce qu'on a pu voir les années précédentes, se font vers le niveau des 40. Voilà, donc ce sera le niveau à surveiller, le niveau des 40, si bien entendu on est vraiment en tendance haussière, que ce n'est pas un piège haussier. Donc dans ce cas-là, le niveau des 40 ne tiendra pas. Mais si à partir d'un moment, on a une correction intéressante, qu'on arrive sur des supports et qu'en même temps, on est également sur le niveau du CryptoFear au niveau des 40, ce sera probablement un bon moment pour buy le dip. Le dollar, alors le dollar, là, on est en mensuel. Donc, on est toujours en train de travailler, alors, on va le mettre en weekly, ce niveau-là, qui est le bas de la zone de rechargement de short, hop, de la baisse précédente, donc cette chute-là.
Donc ça fait 2 semaines maintenant qu'on travaille. Comme je vous avais dit, c'est un niveau important parce que non seulement c'est le bas de la zone de rechargement de shirt, mais également la zone, on va se remettre en mensuel, ça va être plus pratique, du double top ici. Donc niveau résistance devient niveau de support. Mais également, si on se trace un Fibo, hop, de toute la montée, on peut voir qu'on est... Alors attendez, j'ai perdu mon niveau. Allez, on va le mettre ici, c'est pas très précis, mais c'est pas grave. On est également sur le Fibo 0,5 par rapport à toute la hausse. Hop, on va le mettre un peu plus précis maintenant. Hop, voilà, on est pile poil sur le 0,5 de toute la hausse. Donc niveau très important. C'est ce niveau-là qui pourrait enclencher un rebond. Alors un rebond, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, on attend un rebond. Parce que pour l'instant, on est en tendance baissière court moyen terme. Ce que nous, on veut, c'est une tendance baissière long terme, voire très long terme. Alors long terme, ce serait pourquoi pas d'aller retester ce niveau-là, qui a déjà fait double bottom. Très long terme, ce serait de casser ce niveau. Alors, une tendance très long terme, c'est ça. Vous voyez, ici, on est en 1985 et on a enclenché une tendance baissière. D'ailleurs, vous pouvez voir que là, on n'a pas eu de gros rebonds. Ça n'a pas empêché la chute, hein. Donc là, moi, j'aimerais bien un rebond, comme je vous ai expliqué déjà dans les vidéos précédentes, un rebond, pourquoi pas partir ce niveau, vu qu'on est à un niveau de support important, et ensuite casser ici et refaire un nouveau plus bas pour valider une tendance baissière long terme. Mais des fois, eh bien, on n'a pas de gros rebond. Vous pouvez voir que dans cette tendance baissière, on n'a eu aucun gros rebond. Ça n'a pas empêché. Voilà, on a eu le premier rebond, on l'a eu qu'ici. Donc, bref, ici on est en 85 et on a chuté jusqu'en 92. Vous voyez, ça nous fait 7 ans de baisse. C'est une tendance baissière très long terme. Ici, on est globalement en 2001, on a chuté jusqu'en 2008. Encore une fois, pendant 7 ans, une tendance baissière très long terme. Mais depuis, vous pouvez voir que sur le très long terme, eh bien, on va s'enlever le graphique même, voilà. Depuis 2008, eh bien, on est en tendance haussière très long terme. Pourquoi? Parce qu'on fait des bas toujours plus hauts. Et des hauts, globalement, toujours plus hauts. Voilà, donc sur le très long terme, on est en tendance baissière. Donc, ce serait magnifique d'avoir une tendance baissière très long terme. Ce serait sûrement très bullish sur le très long terme pour les cryptos. Mais déjà, si on avait une tendance baissière long terme, ça veut dire suivre la petite flèche rouge pour aller retester ce niveau, eh bien, ce serait déjà... ça nous laisserait probablement un nouveau bull run sur le Bitcoin, 1 ou 2 ans de hausse. Voilà. Et si on avait du très long terme, eh bien, on ne sait pas ce qui se passerait sur les cryptos, tout simplement parce que les deux dernières tendances très long terme, eh bien, vous voyez, elle s'est terminée en 2008, eh bien, tout simplement, le Bitcoin n'existait pas encore. Donc, on ne sait pas ce qui pourrait... un méga bull run, peut-être. Un bull run qui durerait beaucoup plus longtemps, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce serait plutôt positif, je pense, pour les crypto-monnaies. Voilà. Donc, pas beaucoup de changements sur le dollar. On travaille ce niveau très important. S'il y a un rebond, on pourrait aller rechercher le Fibo au-dessus, donc 0,382 ici, de toujours toute la hausse, ou tout simplement le 0,382 de la chute. Hop, vous voyez ici la ligne bleue. Voilà, bon, c'est pas très précis parce que là je l'ai fait à l'arrache, mais globalement c'est ce niveau-là. Et ensuite, bien entendu, si c'était un très gros rebond, qui est peu probable, on pourrait aller rechercher la zone de rechargement de short. Voilà. Et ensuite, s'il y a un rebond, parce que comme je vous ai montré, c'est pas forcément un rebond en tendance baissière, au bout d'un moment, mais il peut être beaucoup plus bas, eh bien, recasser ce niveau-là, voilà, nous emmènerait donc faire quelque chose comme ça. Voilà, un rebond, mettons qu'on va là. Hop, ici, voilà, une fois qu'on a cassé ce niveau-là, on enclenche une tendance baissière long terme, et c'est ce qu'on veut voir sur le dollar. Donc, s'il n'y a pas de rebond ici, il faudra aussi surveiller quand même, malgré que c'est un niveau moins important graphiquement, eh bien tout simplement les 0,68. Voilà. Si il n'y a pas de rebond et qu'on casse, on ira probablement directement voir les 0,618 et c'est peut-être seulement là qu'il y aura un rebond. Peut-être pour aller rechercher justement ce niveau-là, du coup, qui sera nouvellement une grosse résistance. On va passer maintenant au Bitcoin et on va s'intéresser, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, tout simplement le CME pour les gaps. Alors, les gaps, en termes de gap baissier, il nous reste quoi? Alors, il nous reste un gap, si je ne me trompe pas, aux 9000 $. Voilà, ici même, où il y a la ligne orange. Donc, les gaps
Ils sont pas amenés à tous être comblés, mais il faut savoir quand même qu'il reste un gap exactement aux 9 685 $. Ensuite, on a formé un gap la semaine dernière entre les 19 700 et les 20 900 $. Donc le gap, il est aux 19 500 $. Donc, faut toujours avoir ça en tête. On pourrait y retourner. Alors, dans quelles conséquences on pourrait y retourner? En termes d'Elliott Wave, vous voyez qu'on a vu dans les vidéos précédentes qu'on était dans une vague 1, une vague 2. Là, on est dans la vague 3. Et forcément, après une vague 3, on aura une vague 4. Donc, si on ne va pas beaucoup plus haut, parce que la vague 3 n'est potentiellement pas finie, si on va plus haut, ça m'étonnerait que la vague 4 retourne ici. Mais si on s'arrête ici ou légèrement plus haut, la vague 4 pourrait très bien aller combler le gap pour ensuite faire une vague 5. Si par contre on va beaucoup plus haut, il y a peu de chances qu'on comble ce gap dans l'immédiat. Ensuite, alors on va se faire un petit dessin quand même. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3. Ouais, comme je vous ai dit, si ça se termine là, la vague 4 peut très bien aller combler. Mais si on va beaucoup plus haut, eh bien, il y a peu de chance. Si on va jusqu'ici, par exemple, voilà, la vague 4 n'ira pas très peu de chance d'aller combler le gap. Donc 4 et 5, alors là, je vais mettre totalement au hasard, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on pourrait aller le combler une fois qu'on aura fini 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, si on va pas trop haut, si la 5 se termine tout en haut, il y a peu de chances qu'on retourne ici. Mais si par exemple elle se termine là, on pourrait également combler le gap avec la vague 2. Donc hop, avec l'objectif de la vague 2, c'est les 0,5, 0,618, vous voyez, 0,618, on est pile dans le gap, on pourrait faire une petite mèche pour aller combler le gap, et ce serait tout simplement, hop, on aurait fait une vague, ce serait la vague 2, et ensuite 3, 4 et 5 pour continuer le bull run. Donc c'est toujours possible d'aller combler ce gap-là, mais c'est pas quelque chose à privilégier. Pourquoi? Tout simplement parce que si on a une vague 1, je pense pas qu'on aura une vague 1 traditionnelle qui retrace jusqu'au 0,5, 0,618, parce que si on arrive aux 28 000 $, voire plus haut, ça donnerait l'occasion à tous ceux qui ne sont pas rentrés entre les 19 et les 15 000 $ de rentrer. Donc si on est vraiment dans une nouvelle tendance haussière, qu'on a vraiment trouvé le bottom, il y a peu de chances qu'on vous donne l'occasion de racheter du Bitcoin à 19 000, 20 000 $ une fois qu'on a atteint les 28 000 $. Voilà, vous avez loupé le train, c'est tant pis. En général, en début de tendance haussière, eh bien, les corrections de une sont plutôt faibles. Et alors, je vais toujours prendre le cas de figure où on va atteindre une qui atteint les 28 000 $, parce que c'est un niveau important, hein, je ne mets pas le 28 000 $ au hasard, hein, c'est le bas du range, vous voyez, hein, c'est le très gros niveau de résistance ici. Donc, il y a de chances qu'on s'arrête ici et qu'il y ait une correction à ce niveau-là. Eh bien, il faudra plutôt viser les 38,2 et les 0,5, voire même les 0,236. C'est très rare une qui va rejoindre les 0,236, mais en début de bull run, ce serait pas surprenant. Regardez, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Vous voyez, là, le choc du Covid, et on est reparti à 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, la une, regardez, je vais vous mettre le RSI, c'est comme ça qu'on confirme les hauts de une. Vous voyez, la une, elle s'est terminée ici. Et là, on a fait une 2. Vous voyez, on dirait une forte 2 sur le RSI. Vous voyez, il y a un gros retracement sur le RSI. Mais regardez ce que ça a donné sur le graphique. Ça n'a rien donné, une consolidation. Si vous voulez, je vous mets un Fibo. Hop. Voilà, on a retracé au 23,6. Et on a continué à monter. Et il y a énormément, je me rappelle, de personnes à l'époque qui attendaient justement cette zone pour faire des rachats, pour buy the dip. Mais il n'y a pas eu de dip. Donc, en plus, vous voyez, c'était un niveau important, c'est là où on a consolidé, et vous voyez, c'était là où on a consolidé avant. Donc, c'était un niveau très important graphique, c'était aussi les 0,5, 0,618. Donc, on avait fait une vague 1, les gens attendaient tous ici pour acheter. Malheureusement, eh bien, on est venu chercher seulement les 0,236, on a cassé, hop, pullback, et hop, et on est parti. Il n'y a jamais eu l'opportunité de buy the dip. Donc, si on est bien en début de nouvelle tendance haussière, on ne reviendra probablement pas dans ces niveaux. Ce serait de laisser une trop belle opportunité à tous ceux qui ont loupé le train. Voilà. Donc, ce gap-là, il peut avoir des chances d'être comblé si, avec la 4, je pense, si on ne va pas beaucoup plus haut.
mais sinon il y a peu de chances quand même, qu'il soit comblé si on ne le compte pas, disons très rapidement. Si on va, beaucoup plus haut, 25 ou 28 000 $, il y a peu de chances qu'on revienne, donner l'occasion aux gens de racheter du bitcoin à 19 000 $, 20 000 $. Ensuite, eh bien, on a un gap plus haut, justement, vers les 27 000 $, 28 000 $, et on en a un encore plus haut ici, aux 36 000, et encore un plus haut, aux 52 000. Mais voilà, c'est encore loin, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. On va aller voir sur le bitcoin. Donc là, c'est notre graphique, qu'on regarde le plus régulièrement. Vous pouvez voir qu'on on avait l'ancien canal, et vous voyez que les 28 000 $, justement, c'est environ cela, hein, 28 000 $, 29 000 $, c'est le niveau très important de support ici. Donc, ça va être l'objectif si on arrive à casser, bien entendu, cette trendline. Cette fameuse trendline dont je vous parlais au début sur les crypto-fear, c'est celle-ci. Et on est tout simplement en train de la tester. Alors, on teste et la trendline, et en même temps, vous voyez ce niveau intermédiaire de ce petit top intermédiaire ici. Donc, vous voyez que là, on est en train de tester ces deux choses. Si on le casse, bien évidemment, c'est bullish, et on ira tester le top le plus important, donc les 25 000 $. Si bien évidemment les 25 000 $ sont cassés, ce sera direction les 28 000 $, 29 000 $ pour tester ce gros niveau de résistance. D'un point de vue Elliott, on ira voir après plus en détail. Donc on va pouvoir passer. Alors, est-ce que je voulais vous montrer quelque chose d'autre? Peut-être en daily. Alors en daily, ça sert à rien d'aller voir les indicateurs, tout simplement parce que, alors je vais quand même vous montrer, bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'indicateurs pour voir que, alors comme par hasard, j'ai pris le mauvais, hop là, que en daily, on est bullish, hein. Donc les indicateurs, vu qu'on est bullish depuis pratiquement 2 ou 3 semaines, je ne sais pas, forcément le daily, on est bullish sur tous les indicateurs. Donc on va aller voir Ishimoku par exemple. Vous voyez, on est bullish d'ailleurs depuis ce moment-là. Ici, hein, depuis le 11 janvier, on est passé au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Là, la Greenspan a validé, a passé au-dessus du cours du prix. Et la toute dernière validation, c'est fait quand on a passé le nuage. Voilà. Donc là, on est totalement bullish. Donc ça ne va pas nous servir à grand-chose, à part si on commence à recasser des niveaux. Là, ça nous avertira qu'il faut s'attendre à une correction importante. Donc premier niveau, ce sera la Tenkan. Et le niveau bien plus important, ce sera la Kijun, qui théoriquement, comme je vous ai dit, si on ne corrige pas très rapidement, ne devrait pas être cassée. Tout simplement parce qu'elle est aux 19 800 $. Vous voyez, à peu près au niveau du gap. Par contre, on pourrait retourner, si on a une 4, comme je vous ai dit très bientôt, on pourrait retourner justement, s'appuyer dessus et combler le gap au passage. Voilà, mais donc en termes de, pour l'instant, ça ne va pas nous servir à, tant qu'on n'a pas de correction, les indicateurs d'ENI ne vont pas nous servir parce qu'ils sont tous extrêmement bullish. Vous voyez, le MACD, c'est pareil, hein. Elle est bullish, totalement bullish. Le stock RSI, pareil. Voilà, donc en cas de correction, on pourra par contre s'en servir pour nous avertir qu'on va avoir une correction importante si on se remet à casser le haut de la zone de survente sur le MACD et si on a un croisement bearish. Donc pour l'instant, on ne va pas s'occuper des indicateurs daily. On va plutôt voir du côté du weekly s'il y a des changements depuis les 2 vidéos précédentes que je vous ai faites. Voir s'il y a des indicateurs qui nous ont donné des nouveaux signaux. Et effectivement, il y en a 2 qui nous ont donné des nouveaux signaux. Alors, il y a le RSI, ça tombe bien, on est dessus. Alors, le RSI, vous savez qu'on a déjà eu le premier signal il y a un moment quand on a cassé la trendline baissière qui se trouvait ici. Et le deuxième signal est le plus important, cette trendline baissière ici, hop là. Donc c'était le premier signal important. Donc on l'a eu maintenant depuis 2 semaines, je crois bien, ici. Donc premier signal. Et nous le plus important qu'on attendait, c'était celui-là. Hop. Voilà. Ce niveau-là. C'est tout simplement les 53, 54, vous voyez, sur le RSI. C'est le niveau le plus important du RSI en weekly. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on est au-dessus, vous voyez, on est en tendance haussière. Et quand on passe en dessous, on est en tendance baissière. On repasse au-dessus, tendance haussière long terme. On est en dessous, tendance baissière. On repasse au-dessus, tendance haussière long terme. Et vous voyez qu'après, il fait support, support, support. On repasse en dessous, tendance baissière. On repasse au-dessus, tendance haussière, etc., etc. Et depuis ici,
donc environ les 48 000 $. On était passé en dessous. Vous voyez, ensuite il fait résistance. On est venu le retester ici. Et on est toujours en dessous. Donc tendance baissière. Et là, on vient enfin de repasser au-dessus. Attention, par contre, ce n'est pas confirmé. Il faudra attendre la fin de la semaine pour vraiment valider tout simplement cette cassure haussière. Mais c'est un très gros signal, donc à surveiller pour la semaine prochaine. Alors bien entendu, comme tout indicateur, il peut y avoir des petits fake out, mais c'est déjà un très bon signal haussier. Alors ça, c'est pour le RSI. Et deuxième indicateur qui nous a donné une confirmation, c'est tout simplement le super trend. Donc là, on va s'enlever le graphique. Voilà, donc le super trend, pareil, on en a parlé dans les vidéos, mais au moment où j'ai fait la vidéo, il ne nous avait pas encore donné sa confirmation. Et maintenant, c'est chose faite. Donc vous voyez que le super trend, quand on y passe en vert, en général, on a droit à des nouvelles tendances haussières, des nouveaux bull runs. Voilà, le plus petit signal qu'on a eu, c'était eh bien ici, dans cette petite montée. On a eu le signal un peu tard, mais il est quand même passé de 46 000 jusqu'à pratiquement 70 000 $. Et le mouvement entier, hein, c'était un mouvement qui allait du 28 000 à 78 000 $. Et c'est le mouvement le plus faible qu'on a eu. En général, il nous donne des très belles tendances haussières. Donc ça y est, on a clôturé la semaine dernière, donc dimanche soir, hier, au-dessus du niveau des 22 000 $. On a eu un changement, il est repassé dans le vert. Donc techniquement, si tout se passe bien, on devrait avoir une nouvelle tendance haussière, et ce, tant qu'on ne repasse pas. Alors, voilà, actuellement, il est ici, sous les 17 400 $. Alors, il va continuer à monter, mais pour l'instant, le niveau d'invalidation, c'est les 17 600, allez, on va dire 17 500, 18 000 $. Voilà, donc, nouveau gros signal haussier, nouveau signal bullish pour le Bitcoin. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des indicateurs. On va quand même aller voir Ishimoku s'il y a du changement. Non, voilà, comme on avait vu, hein. Si, remarque, on n'avait pas validé, hein, maintenant c'est validé, hein, le cassement de la Kijun est validé également. Vous voyez que la semaine dernière, on était en train de travailler ce niveau. Là, on a validé la cassure de la Kijun. Donc, il nous manque plus que maintenant la lagging span. Vous voyez que la lagging span, elle est encore au-dessus du cours du prix. Pour être totalement bullish, il faudrait valider la lagging span. Le nuage est assez loin, donc on n'en prend pas compte. Ça va juste être un objectif, hein. D'ailleurs, vous voyez, au 27 vers les 28 000 $ encore une fois. Et bien entendu, si on arrive à casser les 28 000 $, eh bien on ira probablement rejoindre le haut du nuage. Donc tout dépend combien de temps ça met, mais entre les 37 et les 43 000 $. Mais voilà, on est sur le point également d'avoir un croisement bullish, enfin une dernière confirmation bullish sur Ishimoku Weekly, si la lagging span arrive à repasser au-dessus du cours du prix. Mais déjà, on a validé la Kijun. Vous savez que c'est une très grosse étape, c'est déjà un très gros signal haussier. Les moyennes mobiles, niveau très important vers les 25 000 $. Vous le savez que les 25 000 $, c'est le dernier top. Et en même temps, on a la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50 d'ailleurs qui seront cumulées. La moyenne mobile 200 qui faisait support lors des derniers bull runs, eh bien maintenant ça va être une grosse résistance. Donc c'est le dernier gros signal haussier qu'on attend. Vous savez que c'est la cassure des 25 000 $. Tout simplement, si on se met sur un long time frame, vous voyez qu'on a un top ici, un top ici, un top ici. Donc pour valider une tendance haussière, il faut faire un plus haut, donc casser les 25 000 $. Voilà. Et en même temps, casser, reprendre l'ancien support qui est maintenant une résistance. Voilà, c'est le dernier gros signal haussier qu'on attend sur les moyennes mobiles. Et en daily, vous savez qu'on a déjà, on est déjà plus en tendance baissière en daily, tout simplement parce qu'on a regagné la moyenne mobile 200. Pour être en tendance baissière, il faut être sous la moyenne mobile 200 et sous des cross, donc c'est le croisement. On va s'enlever les moyennes qui ne servent pas. Hop, voilà. Le croisement bearish de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 50. Pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200, donc c'est chose faite, mais on n'a toujours pas eu la golden cross, vous voyez. Et attention, en général, quand il y a des golden cross, c'est pas un signal d'achat immédiat, donc c'est pas un signal de trading, parce qu'en général, quand il y a golden cross, il y a un retracement. Donc quand il y aura la golden cross, on aura probablement fini la 3, ce sera soit le retracement de 4, ou peut-être le retracement de la 2. Mais en tout cas, il y aura probablement court terme une petite chute.
Voilà, mais en tout cas, ce sera un signal long terme pour nous dire qu'on repasse en tendance haussière, par rapport aux moyennes mobiles. Voilà, et ça vaut pas que sur le bitcoin, hein, c'est sur tous les marchés. C'est comme ça que par rapport aux moyennes mobiles, on définit une tendance baissière ou haussière. C'est sous Golden Cross, heu et sous la moyenne mobile de 100, et pour repasser en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile de 100 et Golden Cross. Voilà, donc pour l'instant, on est en territoire neutre parce qu'on n'a pas les 2 conditions. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les indicateurs. Comme je vous ai dit, allez voir bien entendu, les 2 vidéos et vous aurez tout un tas d'autres indicateurs et tous les niveaux de confirmation. Maintenant, on va plutôt s'intéresser au plan Elliott Wave. Alors, je rappelle, si c'est pas déjà fait, il y a une vidéo là qui est en dessous d'ailleurs à chacune de mes vidéos. Voilà, vidéo à voir absolument, tuto Elliott Wave. Vous allez le voir, c'est un tuto de une quarantaine de minutes qui vous apprend les bases de l'héliotisme pour pouvoir suivre mes vidéos, mais celles également d'autres personnes qui font de l'héliotisme, et peut-être même commencer vous-même à compter vos vagues. D'ailleurs, bien prochainement, je pense que je ferai la suite. C'est-à-dire là, c'est les bases et j'approfondirai, je vous l'avais promis. Donc voilà, il y aura deux trois autres vidéos supplémentaires dans les semaines qui viendront pour compléter ce tuto. Bref, alors vous savez que nous, on est, dans un plan qui est ici. Donc c'est une flat, une correction en flat en 3 mouvements A, B, C, qui constitue en trois mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et 5 mouvements baissiers. Voilà. Donc techniquement, on a terminé notre flat ici, après 5 mouvements baissiers, et ce qu'on veut voir sur le RSI, c'est 5 mouvements baissiers, 1, 2, 3. On veut que la vague 3 soit le niveau le plus bas sur le RSI, et que la vague 5 soit plus haut que la vague 3, c'est-à-dire nous faire une divergence, c'est-à-dire faire un plus bas sur le prix, mais un plus haut sur le RSI. Voilà, donc toutes les conditions sont terminées pour avoir notre flat terminé, donc une correction terminée. Au niveau graphique, c'est également assez joli, donc ça confirme également. Au niveau du timing, ça confirme, on a vu que c'était également confirmé. On a notre 1 qui dure 77 jours, on a notre 2 qui dure 77 jours, donc on s'attend à ce que la 5 soit à peu près dans le même ordre de valeur, et la 5 a duré 84 jours, c'est une semaine de plus, donc c'est parfait. Donc techniquement, notre flat est terminé, on a trouvé le bottom et on enclenche une nouvelle tendance haussière, et on va pouvoir décompter des nouvelles vagues. Donc une vague 1, 2, 3, 4, 5, je les place au hasard là, hein, ne regardez pas les niveaux. Voilà, donc nouvelle tendance haussière. Ces 5 petites vagues créeront, comme on l'a vu en début de vidéo, une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4 et 5. Alors, tout dépendra de la force du bull run. Soit le bull run, ce sera ces gros... Alors, on va les mettre déjà d'une autre couleur. On va les mettre en blanc, par exemple. Voilà, soit le bull run, ce sera ça, par exemple. Ou soit, si on a des vagues plus petites, cette vague-là fera peut-être partie également, ça tout dépendra de la force du bull run, comme je vous ai dit, d'un système encore plus grand. Donc, une grosse 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça m'étonne. Je pense plutôt qu'on sera sur quelque chose comme ceci. Voilà, voir peut-être une vague 3 plus grosse, parce que souvent les vagues 3, elles sont très longues. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que si on a quelque chose comme ceci, on peut déjà aller rechercher les 163 000 $. Alors, on peut aller chercher beaucoup plus bas, les 100 000 $, les 130 000, voire plus haut, c'est une animal 5 étendue. Vous voyez que même graphiquement, ça tient la route. Et là, on est déjà à 220 000 $. Donc voilà, ça se présentera à peu près comme ceci. Donc pour l'instant, on est dans cette petite vague 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va bien entendu descendre dans les time frames, mais avant ça, on va un peu essayer de répondre à la question que je vous ai posée dans la vidéo. Est-ce qu'il est possible encore d'aller faire des nouveaux plus bas? Alors, déjà, est-ce qu'il est possible que la flat ne soit pas terminée? Alors, comme on l'a vu, la flat, pour l'instant, telle qu'elle est, elle est parfaite. C'est-à-dire, il y a de très fortes probabilités pour qu'on ait trouvé le bottom et que la flat se termine ici.
Maintenant, c'est pas parce que quelque chose a de fortes probabilités de se produire que ça va forcément se produire. On peut avoir 80 ou 90 de chances, heu, en probabilité qu'elle soit terminée, mais il nous reste quand même 10 ou 20 de chances que, eh bien, on se trompe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de côté les scénarios avec le moins de probabilité. Rappelez-vous, cette flat-là, on l'avait déjà, en tête ici, dans cette montée-là. Il y avait rien encore, on n'avait rien, mais j'avais déjà le scénario d'une flat possible. Mais, à ce moment-là, les probabilités qu'on fasse une flat étaient très faibles. Pourquoi? Parce que déjà ça s'était jamais produit sur le bitcoin, qu'on finisse un bull run en flat et en général, sur du long terme, quand on fait un nouveau sommet, c'est un gros signal pour les investisseurs. Vous voyez que quand on casse, les 20 000 ici, et ça a été un gros signal. On est passé directement de 20 000 à 60 000 tout simplement parce que, en général, c'est une validation de tendance haussière. Hein, on fait un nouveau sommet, c'est comme je vous disais sur le dollar. On descend, on rebondit, à partir du moment où on casse ici, ça nous annonce une tendance baissière, long terme. Donc c'est un signal. Et bien, à l'inverse, c'est pareil. Quand on a une correction, on rebondit. Si on casse le dernier plus haut, eh bien, en général, ça nous donne une validation et on a une tendance haussière plus long terme. Donc on va faire des nouveaux plus hauts, mais pas juste 2 000 $, 3 000 en plus, mais en général, on pouvait s'attendre à aller rechercher 100, 120 000, 130 000 $. Donc j'avais déjà la flat ici, mais c'était pas mon scénario principal parce qu'au niveau des probabilités, il était faible. Mais à partir du moment où on a eu des signaux qui augmentaient les probabilités de ce scénario, j'ai pas hésité une seconde à repasser ce scénario, non plus en scénario secondaire, mais en scénario principal. Et depuis ces moments-là, donc c'était au tout début de la correction, dès qu'on a eu les premiers signaux, c'est devenu mon scénario principal que je tiens depuis maintenant, pratiquement 2 ans. Non, 1 an et demi, excusez-moi, 1 an et quelques mois. Voilà, donc la plupart d'entre vous, ça fait moins d'1 an qu'ils sont sur la chaîne, vous avez connu que ce scénario. Mais à la base, c'était pas le scénario principal. Voilà. Donc il faut pas hésiter, il faut jouer avec les probabilités, c'est-à-dire toujours avoir votre scénario principal, celui qui a le plus de chances de se produire. Mais il faut pas exclure les autres scénarios. Faut les garder de côté. Et à partir du moment où le graphique change et change les probabilités, il faut pas hésiter, faut pas être têtu, faut pas garder le nez dans un scénario. Faut toujours être du côté du scénario qui a le plus de probabilités de se produire. Donc, à l'instant T, ce scénario-là, comme quoi la flat est terminée, est celui qui a le plus de chances de probabilité, parce que tout est parfait, mais il ne faut pas exclure les autres scénarios. Donc, quels seraient les autres scénarios? Alors, est-ce que on pourrait avoir une vague 4 qui n'est pas terminée, par exemple, et avoir quelque chose comme ça. Très, très peu probable. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que la vague 2, elle a duré 63 jours, et que si on avait une vague 4 qui n'était pas encore finie, on est déjà à 231 jours, ça n'a aucun sens. En général, une vague 4, c'est plus faible qu'une vague 2. Elle peut durer un peu plus longtemps, hein, vous voyez? Mais là, c'est vraiment très moche graphiquement. Il y a très, 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 très peu de chances que, on soit dans ce scénario-là. Donc on va même pas en parler. Deuxième scénario, est-ce qu'il est possible que la vague 5 ne soit pas terminée? Là, par contre, il y a, plus de probabilités. Tant qu'on n'a pas recassé la 4, on pourrait toujours être dans la 5. Parce qu'on a la 4 ici, on pourrait toujours être dans une 5. Par exemple, on aurait fait un premier mouvement ici, une vague 1. Là, on est tout simplement dans une vague 2. Et vous savez qu'une vague 2, tant qu'on n'a pas cassé le départ, elle est toujours valide. Ensuite, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Pour terminer notre vague 5. Alors, ça nous ferait une vague 5 assez longue, plus longue que la vague 3, ce qui en général n'est pas privilégié parce que souvent, dans un mouvement en 5 mouvements, un mouvement impulsif, la vague 3 est souvent la plus longue, pas toujours, c'est souvent la plus longue. Donc c'est pas un scénario à privilégier. Pourquoi nous on privilégie celui-là? Mais tant qu'il n'est pas invalidé, faut le garder en tête parce que tout simplement, c'est toujours possible. Voilà. Bien entendu, c'est pas le scénario privilégié, mais il faut le garder en tête. Et à partir du moment, si jamais ça devait arriver
on devait avoir des signaux comme quoi on casserait des niveaux importants et on validerait ce scénario, eh bien, il ne faudra pas hésiter, il faudra le passer en scénario principal. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, mais il faut l'avoir en tête. Ensuite, si, admettons, on casse les 25 000 $, on a dit que donc, le scénario que je viens de vous montrer n'est plus possible. C'est-à-dire, en termes de flat, c'est soit ça sera, si on casse les 25 000 $, soit c'est terminé, soit, si jamais on devait aller faire des nouveaux plus bas, eh bien, on s'est totalement planté, on n'est pas dans une flat. Voilà. Chose que, bon, il y a peu de chance, mais il faut quand même avoir en tête. Donc, dans quoi on pourrait être si on n'est pas dans une flat? Nous, on a pris le top ici, parce que je vous l'ai montré à des nombreuses reprises, le top du bull run, grosso modo, même si on a fait un plus haut ici, il s'est terminé ici. Mais en point de vue graphique, effectivement, on a fait un plus haut ici. Donc on pourrait entamer une correction Elliott Wave à partir de ces niveaux-là. Et pour l'instant, on a eu 5 mouvements baissiers. Vous savez qu'une correction se fait en 3 mouvements baissiers. Donc c'est-à-dire que si vraiment la correction n'était pas terminée, le bear market n'était pas terminé, ces 5 mouvements-là seraient tout simplement la première vague d'une correction en 3 mouvements. A, B et C. Qu'on va mettre en blanc. On va mettre en plus petit pour pas... Voilà. Et là, on serait seulement dans la B. Alors, c'est pas encore un scénario que je privilégie. Pourquoi? Parce que ça nous ferait quand même un bull run, un bear market, excusez-moi, qui dure assez longtemps, parce que la B n'est toujours pas finie. Et ensuite, il faudrait faire toute la C. En général, la C dure à peu près comme la A. Donc, la A a duré 1 an. Il faudrait encore, déjà, il faudrait finir la B. Et ensuite, avoir encore 1 an de chute. Alors, globalement, pas forcément, hein. On n'est pas obligé d'avoir une vague aussi longue, mais voilà, on peut pas avoir non plus une vague comme ça. Donc, il faudrait quand même avoir le temps de la construire, mais c'est possible. Regardez, admettons, je la place, voilà, on va chercher, on sait pas, les 11 000 $, je la place comme ça. Vous voyez que graphiquement, ça tient la route. Et d'ailleurs, on pourrait avoir une B qui s'arrête aux 28 000 $, vous voyez, niveau important. Donc graphiquement, ça tient la route. Et quelle date on est? On est en octobre 2023. Et vous savez que le prochain halving est en, je sais pas, je crois que vers le mois de mars, quelque chose comme ça, 2024. Donc, on serait toujours avant le halving. On pourrait avoir une fin de bear market ici et reprendre juste avant le halving et pendant le halving être en plein début du bull run. C'est pas quelque chose à privilégier, encore une fois, mais ça reste encore possible. Ça reste encore possible. Plus on va monter, plus on va traîner et plus les probabilités seront faibles, tout simplement parce qu'après, voilà, on passerait après le halving et il y a peu de chances que, en tout cas ça s'est jamais produit, que on soit toujours en bear market alors qu'on est dans le halving. En général, la tendance haussière reprend avant. Les gens prévoient. Ils savent que ça va être le halving, que les prix vont monter et donc ils achètent avant et le bull run démarre toujours avant les halving. Alors j'ai pas le... C'est pas sur ce graphique-là. J'ai un graphique avec le halving. Je me demande si c'est pas... On va pas revenir sur celui-là. En mensuel. Non, c'est pas sur ce graphique-là. Je sais plus c'est lequel graphique où j'ai les halving. C'est peut-être un graphique. Alors attendez, on va essayer de trouver. C'est pas celui-là non plus. Est-ce que c'est mon graphique long terme? Ah ok, si. Je monte pas les... Non. Je vais revenir quand même ici parce que du coup les graphiques étaient peut-être pas affichés. Non, bon, bah c'est pas grave. On verra ça dans la prochaine vidéo, on verra ça demain. Mais tout ça pour vous dire que, en général, voilà, on commence le nouveau bull run avant le début d'un halving. Donc plus cette potentielle B-là va traîner, et moins il y a de chances qu'on soit dans ce scénario. Donc voilà, comme je vous ai dit, il est toujours possible, du coup, pour répondre à la question, d'aller faire des nouveaux plus bas. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est peu probable. Et plus ça va traîner, et moins ce sera probable.
le scénario de la flat qui n'est pas terminé est peu probable. Celui-là, il a quand même plus de probabilité, hein, il y a rien qui n'empêche, mais si la B, ne traîne pas trop, voilà et ensuite on aurait, plutôt une C un peu plus courte. Voilà, c'est toujours probable, mais tout simplement pour l'instant pas à privilégier parce que ça nous donnerait quand même un bear market assez long. Maintenant, on va aller voir tout simplement où on en est d'un point de vue plus court terme. Et voilà, du coup, je pense que les altcoins et l'Ethereum, on le fera demain parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Donc, niveau court terme, on l'a vu. Hop, dans les vidéos précédentes, on est dans une, 2, alors peut-être, alors 3, alors 4, 5. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est encore à plus court terme. Donc, on va aller voir en 4 heures. Et comme ça, on va pouvoir être plus précis. Alors, le bas de la une, il faudrait voir si on a fait un nouveau plus bas, mais c'est possible. Ok. Donc, la 3, notre vague 3, on doit pouvoir aussi la décompter en 5 mouvements. Donc, pareil, on a fait une. Ce graphique est affreux pour faire les vagues d'Elliott. J'aurais pas dû prendre celui-là parce qu'il y a des mèches astronomiques. Je pense que je vais changer de graphique parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et ben voilà, c'est parfait, on en a un plus propre. Bon, d'ailleurs, on avait déjà commencé le travail dans la vidéo précédente. Donc, on a toujours notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3 et notre potentiel vague 4. On avait déjà commencé à décompter les sous-vagues. Donc, on avait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et on cherchait la vague 4. Donc, on avait dit 0,236 au 0,232. Et vous voyez qu'on a retracé que au 23,6. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, il ne faut pas vous attendre à des gros dips. Et on est dans la dernière vague. Voilà. Alors maintenant, pour voir si cette dernière vague est déjà terminée, si on va déjà avoir notre correction de 4, il faut encore descendre. Et là, c'est pareil, on peut faire le même travail. Alors, on a... Alors, on va pas s'amuser à faire les petits décomptes, voir si on a une flat ou quoi qu'est-ce que là-dedans. On va juste dire qu'on a une vague 1, une vague 2. Là, on a notre vague 3. D'ailleurs, peut-être terminer là ou là, on s'en fout. On a une vague 3. Là, on a une vague 4 qui est probablement terminée. Et eh bien, on est dans la vague 5. Donc, techniquement, si la vague 4 est bien terminée, on devrait aller casser les 23 000 $, aller un petit peu plus haut pour terminer tout simplement notre vague 5 ici, notre vague 3 et avoir notre vague 4. Donc en termes de trading, moi j'ai déjà pris un petit long, alors c'était en 15 minutes. J'ai pris un petit long, si je me souviens bien, au combien 22 000. J'ai pris un petit long quelque part là-dedans, tout simplement pour objectif cette petite vague-là. Alors c'est un trade très 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 court terme, hein. Pour objectif tout simplement cette vague-là. Mon stop est déjà au point d'entrée, donc sécurisé. Parce que voilà, si on doit recasser, voilà, je préfère sortir du trade sans perte. C'est vraiment un trade court terme. Bien entendu, j'ai toujours mon trade plus long terme que j'ai pris, comme vous le savez, vers ici, donc vers les 15-16 000 $, tout en bas, où j'ai déjà pris des profits. Maintenant, je prends plus de profit, j'ai juste, je monte mon stop petit à petit. Voilà, chaque fois qu'on validera des vagues d'Elliott, je mettrai mon stop sous la vague et je sortirai si vraiment on a une grosse chute. Mais voilà, celui-là, je ne vais plus trop en parler parce que je vous ai déjà parlé assez. J'ai pris mes profits. Maintenant, il me reste, je suis à 40% dans le trade et il sera annulé le jour où eh bien, on inversera la tendance tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai pris un petit trade haussier. Et alors, je voulais le partager sur Twitter, mais vu que je n'en avais pas parlé vendredi, tout simplement parce que j'ai pas fait de vidéo vendredi, eh bien,
Ça aurait été trop long, j'aurais dû tout expliquer sur Twitter et c'est pas fait pour ça Twitter. Donc en général, Twitter, je fais des petits updates, de quelque chose que j'ai déjà parlé en vidéo. Voilà, donc par contre, je vous annonce que, arrivé à la fin de la 4 et de la 5 ici, donc pour cette correction-là, je vais également prendre un short. Alors par contre, je ne conseille pas de faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que on est dans une tendance court terme, moyen terme, haussière et de jouer un trade court terme baissier, c'est aller à contre-tendance. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, surtout si vous êtes débutant. Alors moi je le fais, je vous en parle. Si les conditions seront réunies, je le prendrai, mais uniquement si les conditions sont réunies. Mais je vous invite à ne pas le faire, sauf si vraiment vous avez pas mal d'expérience. J'essaierai de prendre ce short-là et ensuite, bien entendu, j'essaierai de prendre ce long-là. Tout simplement parce que pendant longtemps, on n'avait pas trop de possibilités de trade. Vous savez que moi, j'avais pris un long quelque part là-dedans. J'avais pris ce long-là, je l'avais pris. Et j'avais pris un short là-dedans. J'ai pris un long, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici. Là, je viens de prendre un petit long, mais globalement, j'ai pris très peu de trades durant toute cette période, tout simplement parce que depuis pas mal de temps, je fais plus de scalping, je fais plutôt du swing, et en swing, on a eu vraiment très peu d'opportunités vu qu'il se passait absolument rien. Donc là, j'ai envie de reprendre un peu le trading un peu plus court terme, pas du scalping, mais voilà. Donc c'est pour ça que là, j'ai pris un petit trade et que je reprendrai le short. Alors le short, par contre, je le prendrai que sous certaines conditions. Alors il faut que je revienne à mon graphique de base. Alors, déjà, pour le shirt, pour que je prenne le shirt, vous savez que pour un trade, moi, il me faut 3 conditions. Il me faut un... Merde, j'oublie mes mots. Un niveau, alors ceux qui suivent mes vidéos, je sais que vous avez le mot en tête. Une localisation. Voilà, il me faut une localisation pour prendre le trade. Ensuite, il me faut une structure, c'est-à-dire si on est sur un top, une structure de retournement, ou une structure de Vad Elliott, comme quoi on a terminé les vagues, et une confirmation momentum ou indicateur, qui peut être une confirmation. Alors là, vous prenez n'importe quel indicateur, c'est à vous de voir, mais il faut prendre tout le temps les mêmes pour vos trucs de trading. Ça peut être des divergences, ça peut être un croisement haussier, ça peut être peu importe, il faut une confirmation indicateur. Voilà, et je ne prends pas le trade si j'ai pas mes 3 conditions. Donc là, mon trade, je le prendrai seulement donc sous ces 3 conditions. Et la première condition, ça va être ma localisation. Donc la localisation, alors ça peut être par exemple, si on finit la petite vague 5, vous voyez que je vous ai dit qu'on a une vague 5 à faire au niveau de la trendline, ça peut être une localisation. Également l'objectif, on n'a pas parlé d'objectif, mais on peut mettre prolongation. Donc là, on est dans une vague 1, 2. Alors tout simplement, on va faire un objectif de 3. 1, 2, objectif de 3. 0,61,8, on l'a déjà cassé. Donc prochain objectif, 261,8. Et vous voyez que 261,8 se trouve ici, à peu près dans la zone de notre trendline. Donc on pourrait aller très bien chercher la trendline, faire un petit fake out, aller chercher les 261,8, terminer notre vague 3 et ensuite avoir notre vague 4. Donc si ça se passe, si par exemple on atteint ce niveau, que ça se retourne et qu'on recasse à la baisse la trendline, j'aurai ma localisation, alors également j'irai dans les plus petits time frames pour voir si j'ai mes petites vagues qui sont bien décomptées. Donc j'aurai également ma structure par rapport aux vagues d'Elliott. Si en plus je vois une structure en double top ou une structure de retournement, c'est encore mieux. Et j'irai valider par mes indicateurs. Et avec toutes ces conditions, je prendrai mon short. Mais seulement si j'ai toutes ces conditions. Bien entendu, avec un stop tout simplement au-dessus du dernier plus haut. Un stop plutôt serré. Et je prendrai mes profits, bien entendu, très tôt. Parce que comme je vous ai dit, on n'aura pas forcément de gros dip. Voilà, donc bien entendu, je prendrai mes profits au 0,236, au 38,2 et je laisserai un peu au cas où on va chercher les 0,5. Alors, hop, admettons. Alors là, admettons, on fera le travail quand on y sera, mais admettons, on va aux 25 000 $. Alors, je vais vérifier que mon FIBO n'est pas en logarithmique. Non, c'est bon. Je prendrai mes profits au 23,6 et au 0,38,2 et je laisserai une petite partie au cas où on retrace beaucoup, par exemple, pour aller combler le gap, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc ça, c'est mon plan sur le long terme. Là, j'ai pris un long et j'attends un short. Et ensuite, bien entendu, je reprendrai un long. Pareil, je tenterai sur les 0,236
et sur les 0,38,2. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, c'est déjà assez long. Vous inquiétez pas, niveau des vagues d'Elliott, on va continuer, on va approfondir. Allez voir la vidéo des vagues d'Elliott si vous avez rien compris à ce que je viens de raconter. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Soutenez la chaîne, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est vraiment important. Activez la cloche aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas la cloche activée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on parlera du Bitcoin, mais également des altcoins et de l'Ethereum, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.